Alors, on a souvent parlé ici, et pas seulement, de l'intérêt des épargnants pour la bourse, qui s'est confirmé dans cette crise sanitaire, mais pas seulement les actions en direct, mais aussi un engouement qui s'est porté sur les fonds indiciels cotés, les ETF, les trackers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. La question c'est pourquoi cet engouement? Est-ce qu'on peut le quantifier et l'expliquer? Oui, alors on rappelle, David, effectivement ce que c'est que ces fonds indiciels cotés, ces trackers, donc ce sont des supports qui répliquent la performance des grands indices et qui s'échangent en bourse quasiment en continu, presque comme une action. Donc ils sont sous l'utilisation, ils ont des frais plutôt modérés. Et effectivement, le contexte a été plutôt favorable depuis 18 mois avec des grands indices boursiers en progression. Alors, comment est-ce qu'on peut le quantifier, ce regain d'intérêt, cette orientation des épargnants vers les ETF? On a des sources qui viennent de l'AMF, en fait, parce que l'autorité des marchés financiers a recensé que 111 000 particuliers auraient effectué au moins C'était avant l'été, ça, pardon, on le dit. Oui, c'était avant l'été, oui, c'est les chiffres de début d'année. Ouais. Une opération via ce type de support au premier trimestre, donc c'était sur une période de 3 mois. Mais si ce chiffre m'intéresse, c'est parce que il traduit une... Pardon, c'est quoi le chiffre, redites-moi? Alors, 111 000 particuliers auraient effectué au moins une opération via un ETF au premier trimestre 2021, c'est-à-dire sur une période de 3 mois. Et alors, si on peut parler effectivement d'accélération, c'est parce qu'en fait, l'AMF avait fait le même travail, mais elle avait recensé 300 000 particuliers dans le même cas, mais sur une période de 3 ans. Vous voyez, entre 2018 et 2020, 300 000, alors que là, en 3 mois, elle en dénombre 111 000. Donc, il s'est passé quelque chose. Nous le constatons aussi au revenu, à travers l'intérêt de nos lecteurs, les questions qu'ils posent, par Internet, par téléphone, etc. Il y a effectivement un engouement et une augmentation du nombre de questions qui est effectivement assez nette en comparaison d'il y a quelques années. Ouais, il faut dire qu'il y a des atouts évidemment pour l'épargnant, l'atout des ETF. Si on rentre un petit peu dans le détail, il y a des inconvénients aussi, on les listera après. Oui, alors en premier avantage, on pourrait dire ce sont de faibles montants unitaires. Par exemple, si vous vouliez, vous David, acheter une action une action de l'indice mondial MSCI World, il y a 1560 actions. Oui, alors il faut que vous sortiez 300 000 euros. Alors qu'en fait, avec 250 euros, vous pouvez investir à travers un tracker sur le MSCI World. En ayant la performance de l'ensemble de ces 1600 valeurs via un seul titre. En ayant une réplication de la performance de cet indice. Alors, par exemple, pour le CAC 40, si on prend des chiffres, par exemple, à début septembre, pour une période de 8 mois, si vous vouliez acheter une action de chaque valeur du CAC 40, il vous fallait débourser 5 000 euros. Parce que déjà, Hermès, c'était à l'époque 1 270 euros, et une action LVMH, 650. Donc, en revanche, si vous voulez acheter un tracker CAC 40 sur le marché, vous en trouvez avec une trentaine d'euros. Bon, ça, c'est un premier atout. Après, il y a aussi le fait, tout simplement, que les indices sont des indicateurs de marché, mais ils ne sont pas investissables. C'est-à-dire que vous pouvez pas acheter le CAC 40. Il n'est pas coté en bourse. Alors que, en fait, ces ETF, donc ces fonds indiciels cotés, justement, ils sont cotés, c'est-à-dire que vous pouvez en fait investir dedans. Alors le CAC 40 par exemple, sur 8 mois ou même encore jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à 21% de progression sur 8 mois ou sur 8 mois et demi. Et donc ça veut dire que si vous achetez un ETF CAC 40 au 1er janvier, vous avez gagné quasiment 21%, et effectivement de façon assez simple. Donc premier avantage, c'est la facilité pour avoir accès à l'ensemble du CAC 40 via un seul titre. Après, il y a une autre raison qui me vient, évidemment, on y pense, c'est les frais, des frais de gestion qui sont plus faibles sur une SICAV normale. Sachant qu'en plus, alors, les frais modérés à plusieurs niveaux. D'abord parce que quand vous achetez, effectivement, c'est vrai, un tracker, vous allez payer une fois. Vous allez payer une fois des frais de courtage, à l'achat, à la revente, éventuellement des droits de garde, mais enfin, en tout cas, vous payez une fois parce que c'est un ETF sur un indice. Si vous achetiez, je reprends mon exemple, si vous vouliez négocier 40 valeurs de l'indice CAC 40, il faudra payer à chaque fois, payer pour chaque ligne des frais de courtage, éventuellement des droits de garde, et éventuellement une taxe sur les transactions financières. Et avec des choses, une grande diversité, puisque 40 valeurs, c'est Saint-Gobain qui va gagner, 64% cette année, mais à l'autre extrême, Total Energy qui fait plus 6,5. Donc, vous pouvez aussi avoir des grosses variations dans l'évolution. Là, avec l'indice, vous avez la performance de l'indice. Alors, c'est aussi les frais de gestion, c'est pas seulement ces premiers frais, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion, qui, pour les trackers, sont effectivement très faibles. Alors, selon l'AMF, ils sont en moyenne à 0,36% des encours. En gros, ça va de 0,1 à 0,7 ou 0,8 selon, en fait, l'indice, en fait. Mais c'est surtout beaucoup moins que ce qu'on trouve, c'est vrai, dans les frais de gestion des fonds traditionnels, qui sont plutôt autour de 1,5. Après, il y a les droits de
garde aussi, il ne faut oublier les droits de garde. Hein. Voilà, tout à fait. Il faut effectivement oublier. Hein. Alors après, il y a une autre raison, on va dire de fond, fondamentale. Alors là, il faut regarder un petit peu les études que font notamment Lyxor, qui est un acteur important du marché et qui fait régulièrement des études sur le sujet. C'est quand on essaie de comparer, enfin quand on fait le match entre les indices et les gérants actifs de conviction. Alors là, il faut effectivement. Alors c'est vrai que selon les études de long terme de Lyxor, on voit bien qu'il y a en gros un quart des fonds actifs qui arrivent à battre leur indice de référence sur une longue période, sur 10 ans. Et là, ça vaut le coup de miser dessus, ça vaut le coup de payer des frais de gestion plus importants. Et donc, en fait, c'est là où, en fait, c'est-à-dire que il y a des circonstances de marché où, en fait, ils font beaucoup mieux. Mais quand on regarde globalement et un peu l'ensemble du marché, on voit que c'est très dur de battre des indifférences et qu'en fait, il faut aller trouver les meilleurs gérants actifs. Et donc, ceux-là, ils sont en nombre limité. Il faut les trouver, il faut les identifier. Nous, on essaye de faire ça de façon régulière, mais c'est vrai que c'est toujours un exercice difficile parce que ça bouge. Alors, pour un investisseur, pour un épargnant, qui veut être plutôt dans le marché, c'est vrai que l'avantage de l'indice, c'est que de toute façon, il a en gros la performance du marché. Donc, il a sans aussi surprise, il fera ni plus ni moins que l'indice du CAC 40. Ça, tout à fait. Bon, il y a quand même des risques. Hein, on ne les passe pas sous silence, Laurent. Oui, parce que bien sûr, c'est de la bourse, hein, donc ça monte, ça baisse. C'est-à-dire que ça réplique l'indice ou la performance de l'indice. Donc, si ça baisse, vous êtes sûr de perdre autant que l'indice. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est souple et facile d'utilisation que ça vous retire les risques propres à la bourse. Et puis c'est pareil quand vous jouez à un indice, vous avez tous les cadres boiteux de l'indice, c'est-à-dire que forcément, vous avez des valeurs qui se comportent assez bien, puis d'autres qui ont des périodes difficiles. Et en fait, quand on a essayé de faire ce qu'on appelle les trackers intelligents, les smart ETF, qui justement vont retirer les canards boiteux, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, avec la rapidité des cycles boursiers, les rotations sectorielles, c'est dur en fait d'identifier toujours les les canards boiteux au bon moment. Sur quoi d'autre on est vigilant, sinon, Laurent ? Alors là, on a vu donc, faut bien choisir son indice, faut être dans la bonne direction de marché. En gros, c'est pas intéressant d'investir quand ça baisse. En tout cas, si on prend un tracker directionnel qui est dans le sens du marché, il y a aussi l'histoire de la liquidité. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, quand on dit que c'est comme une action, en fait, pas tout à fait. C'est vraiment le tracker, c'est un truc hybride. C'est un fonds. Et en même temps, ça marche un peu comme une action. Mais la grande différence, c'est que en fait, cette liquidité tracker, elle est assurée par des teneurs de marché. C'est-à-dire, c'est les gens qui interviennent dans le cadre d'un contrat avec l'émetteur. Un émetteur comme Lyxor, par exemple. Vous voyez, donc la formation du prix d'un tracker est donc pas tout à fait identique à celle d'une action cotée qui évolue en continu, offre-demande. Là, vous avez en fait quelqu'un, un teneur de marché, qui doit assurer l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Alors on imagine, il y a des cas, ce qu'on appelle la fourchette achat-vente. Il y a des cas, c'est facile. Si vous êtes sur le CAC 40, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'échanges. C'est pas grand-chose, c'est moins de 0,1%. En revanche, si vous avez des trucs, vous avez sur des indices plus exotiques, l'Asie émergente, des choses comme ça, forcément, la liquidité sera peut-être pas la même tout le temps. Ça peut monter un peu plus. Et alors surtout, il y a un autre aspect aussi, c'est que, en fait, on constate qu'il y a des trackers qui répliquent mieux l'indice qu'un autre. Voilà. Il y en a qui. C'est comme ce qu'on leur demande, leur boulot, ce qu'on leur demande, c'est juste de bien suivre à la trace et répliquer, reproduire les performances de l'indice sous-jacent. Ouais, mais on voit qu'il y a des écarts, et donc finalement, des gros écarts. Intéressant d'arriver à trouver le meilleur des répliqueurs, on va dire, parce que sur le long terme, ça vous fait une différence. Bon. On sait que c'est un marché qui se développe, qui est en fort développement, qui est en essor en Europe et en France. On est très en retard par rapport aux États-Unis. Jusqu'où ça peut aller ? Je crois que là-bas, aux États-Unis, je crois que c'est une transaction sur deux qui passe par des ETF. Hein. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que on est quasiment au-dessus de la moitié. Alors moi à titre personnel, ça me paraît dangereux parce que ça veut dire que on peut se poser des questions sur les sous-jacents, ce qu'on appelle les sous-jacents, notamment s'il y a ce qu'on appelle les trackers synthétiques, qui n'ont pas des paniers physiques de valeur, mais qui en fait utilisent des dérivés ou d'autres formes de gestion. Mais en Europe, c'est plus rassurant pour le moment puisque les ETF, ils dépassent à peu près 10% des encours de la gestion collective. J'ai pas compris, pardon, juste Laurent, où est le danger ? J'ai pas compris ce que là vous voulez en venir. En fait, si vous voulez, alors, je vais vous prendre un exemple. Un choc de marché, baisse forte des cours. Vous prenez un gérant actif classique, il va vendre en fait les valeurs. Si par exemple il doit faire face à des retraits, il va vendre les valeurs qui l'arrangent, c'est-à-dire des valeurs qui sont les premières qu'il aurait cédées. En revanche, quand il y a une chute générale du marché, le gérant du tracker, lui, il est obligé de vendre de façon proportionnelle et dans les proportions qui sont attachées à l'indice, toutes les valeurs de son panier. Et en quoi c'est problématique ? En fait, si vous voulez, c'est embêtant si cet effet massif se produit sur tout le monde. C'est-à-dire que le gérant de tracker n'a pas de liberté de choix. Il faut vraiment qu'il vende tout de la même manière et selon les pondérations qui sont attachées. Alors qu'un gérant actif, il va pouvoir temporiser sur les valeurs dont il pense qu'elles vont tenir le choc et il va vendre celles qu'il aurait peut-être cédées
assez rapidement ou prochainement. Donc voilà, ça c'est un premier risque de liquidité. Il y a aussi le fait que il ne faudrait pas que dans les marchés boursiers en général, vous n'ayez plus que des produits en quelque sorte dérivés qui finalement ne s'appuient pas sur des actions en direct, mais sur des dérivés dérivés. Oui, au bout d'un moment, vous n'êtes plus en contact avec le réel, avec la réalité boursière. Voilà, ça peut être un autre aspect. On finit là-dessus. Qu'est-ce qui plaît, encore une fois, aux épargnants? C'est le fait de pouvoir loger son tracker, son ETF dans son PEA. Quels sont les sous-jacents? Quels sont les indices boursiers qui pèsent le plus à venir? C'est le CAC 40, hein, c'est pas une question. Sachant que pour les Français, c'est en tout cas le CAC 40, ça c'est clairement les trackers les plus utilisés. Et en fait, très vite après, ils vont sur des grands indices internationaux diversifiés, genre le MSCI World ou les indices américains comme le S&P 500 ou le Nasdaq pour les Tout ça dans le PEA. Voilà. Alors l'intérêt, effectivement, c'est vrai, des ETF, c'est que par des astuces, grâce à l'ingénierie financière et des astuces juridiques, en fait, on peut loger en fait dans un PEA des trackers qui sont pas uniquement sur l'Europe, mais sur toute la planète, à condition bien sûr que l'émetteur l'ait rendu éligible, mais et tout ça dans une parfaite légalité. Donc ça veut dire qu'on a les avantages du PEA sans avoir la contrainte immédiate, on va dire, des fonds qui, pour être au PEA, doivent détenir 75% de leurs actifs dans des titres de sociétés de l'Union européenne. Là, on fait ce qu'on appelle un échange de performance avec un partenaire extérieur, ça marche et c'est vrai que c'est très pratique parce que vous rajoutez à cet avantage du PEA les autres avantages dont on a parlé. Allez Laurent, en conclusion, on se dit quoi? Moi, je pense qu'il faut utiliser les deux. C'est-à-dire que il faut croire. Vous à la fâchez avec personne active. avec ça. Hein. Non, mais je crois qu'il faut croire à la gestion active de conviction, parce que les gérants actifs sont quand même ceux qui font les plus belles performances. Nous, on le voit de façon régulière. Mais c'est vrai, ils sont en nombre de plus en plus limité. Et vous avez effectivement cette gestion indicielle avec les ETF qui permet d'être dans le marché, de suivre le marché. C'est quand même plus facile à suivre. Il y a moins de travail, on va dire, et puis vous êtes plus rapidement informé de ce qui se passe dans votre portefeuille si ça monte ou si ça descend. Voilà. Donc moi, j'associerais les deux. Je pense que la combinaison optimale entre ces deux approches, c'est une source de performance et il faut savoir jouer là-dessus. Bon, très bien. Il y a la une du revenu qu'on va regarder maintenant. Oui, tout à fait. Alors, de quoi est-ce qu'on cause dans le revenu? Ouais, notamment sur les 10 valeurs qu'on peut mettre dans son PEA en ce moment, à un moment où les valorisations sont tendues parce qu'elles sont quand même assez élevées. On est au bout de 18 mois de hausse. Alors, on revient un petit peu sur à la fois toutes sortes de capitalisations. Donc on va vous parler autant de LVMH, d'Air Liquide que de MGI Digital Technology ou Metabolic Explorer. Et puis pour les autres, j'invite vos auditeurs et les internautes à aller voir le dossier qui sort aujourd'hui. Très bien, à lire ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Bonne journée. Merci David. Ciao.